Bonjour, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, merci d'être si nombreux un dimanche matin à 10 heures. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes levés, mais en tout cas, c'était un effort peut-être inhabituel pour un dimanche. Merci d'être là donc pour ces rendez-vous de l'histoire de Blois. Je crois qu'on a 1 minute d'avance, mais voilà, c'est un petit plaisir qu'on s'offre. Ça fera peut-être 1 ou 2 minutes de plus de conversation avec Jacques Attali. Je me présente donc Jean-Christophe Ploquin, je suis rédacteur en chef à La Croix. La Croix, qui est un journal qui adore participer au débat, à la vie de la cité, et qui est très heureux de le faire dans le contexte des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et aujourd'hui, donc, ce matin, c'est avec vous Jacques Attali, que je présente très succinctement, parce que j'imagine que tout le monde ici connaît Jacques Attali, a eu l'occasion de le voir à la télévision ou dans d'autres circonstances. Mais voilà, vous êtes économiste, ancien conseiller d'État. Vous avez bien sûr été conseiller de François Mitterrand et aussi alors chroniqueur, mémorialiste, analyste de ces années aussi de François Mitterrand à la présidence de la République. Vous êtes auteur de plus de 80 ouvrages de styles très divers, essais, biographies, pièces de théâtre, romans. Et vous êtes aussi, et j'insiste, j'appuie un petit peu sur ce point-là, vous êtes président d'une ONG que vous avez fondée il y a plusieurs années déjà, qui s'appelle Positive. Positive, qui est une association qui assiste des créateurs d'entreprises dans des banlieues populaires ou dans des banlieues difficiles. Et finalement, c'est une problématique et c'est un engagement qui est aussi assez lié au livre que vous avez écrit. Et là, je vais juste me rendre juste à côté pour aller chercher ce livre. Voilà, donc Histoire et avenir des villes, qui est sorti chez Flammarion, vraiment il y a quelques jours, et que vous pouvez bien sûr vous procurer au Salon du Livre. C'est un livre, Jacques Attali, qui nous fait voyager dans l'espace et dans le temps. Je picore un ou deux noms de villes qui nous font à la fois rêver et puis qui ont une puissance d'évocation, qui nous renvoie à l'histoire. Uruk, cité-État de la Mésopotamie, qui a été créée il y a 4000 ans. C'est peut-être l'une des premières grandes cités-États qui a existé dans le monde et qui a duré pendant 2000 ans avant de disparaître. J'ai aussi découvert la ville de Srivijaya, ou Sriwijaya, qui est une autre cité-État qui se trouve pas très loin de l'actuel Singapour, donc sur le détroit de Malacca. Et c'était à la fois une ville marchande, mais aussi sans doute une ville guerrière, puisqu'elle contrôlait le détroit de Malacca. Et Jacques Attali, vous en parlez comme c'est une notion que vous développez dans votre livre, comme le premier cœur de l'économie mondiale. Et ensuite, au fur et à mesure de votre livre, on découvre d'autres villes que vous désignez comme ayant été des cœurs. C'est donc Sriwijaya, c'est une ville qui a duré pendant 4 siècles au moins, à partir de 850 de notre ère, et puis qui a disparu, à tel point qu'on ne sait même plus la situer aujourd'hui. Donc c'est très intéressant sur voilà, l'existence des villes, les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais qui peuvent un jour disparaître. Et puis, dernier petit point, dernier zoom, et là qui nous projette à la fois dans le présent et dans le futur, Lagos-Abidjan, cette grande... vous décrivez finalement Lagos au Nigeria, Abidjan en Côte d'Ivoire, 2 villes qui sont sur la lagune, qui sont tout près du golfe de Guinée. Et ce que vous décrivez, c'est bientôt une immense conurbation comptant des centaines de millions d'habitants qui bientôt relieront ces 2 villes, donc une immense mégapole qui va bientôt apparaître en Afrique. Donc voilà, Jacques Attali, vous avez, quand on regarde l'index des villes que vous citez, c'est absolument fabuleux, vous nous faites voyager, donc, mais vous-même, avez-vous une ville préférée, 1 ou 2 villes qui vous sont particulièrement à cœur ? Je vous remercie de cet accueil. Ce livre s'inscrit dans la série des Histoires et Avenir 2 que j'ai écrit depuis très longtemps, puisque j'ai écrit une histoire et avenir de la santé, de la France. Est-ce que vous entendez bien, pardon ? Oui. Oui, ça va. J'ai écrit une histoire et avenir de la musique, de la santé, de la France, de la propriété, du temps, de l'éducation, des médias. Il y a un très très long nombre, plus récemment, une histoire et avenir de l'éducation et
j'ai voulu continuer ce grand travail d'ensemble par une histoire et avenir des villes. Parce que d'abord, je crois qu'on ne peut rien comprendre de l'avenir si on n'étudie pas l'histoire, qui est vraiment la science clé pour comprendre nos sociétés. Et ensuite, parce que le phénomène urbain, j'avais fait une histoire du nomadisme, le phénomène urbain, c'est la sédentarité, est un phénomène d'une ampleur, d'une puissance gigantesque, qui va encore plus être important dans l'avenir, puisque la part du phénomène urbain dans la population de la planète, qui est aujourd'hui de l'ordre de 55%, va passer à 70% avec une population mondiale qui grandit, avec donc, comme vous l'avez évoqué à l'instant, des villes qui sont en train de devenir absolument vertigineuses, et d'autres qui ont disparu, vous en avez cité une. Alors donc, en effet, c'est un voyage qui part d'il y a moins 10 000 ans, quand commence le phénomène de sédentarité, et qui continue jusqu'à peu près à 2100. Donc c'est un phénomène assez récent finalement à l'échelle de l'humanité, l'urbain. Oui, l'urbain, enfin la sédentarité, c'est il y a 10 000 ans. Et la première ville, qui est celle que vous avez citée tout à l'heure, c'est Uruk, c'est il y a à peu près 5 000 ans. Il y a des villages avant, mais il n'y a pas de ville au sens de structure ayant quelques dizaines de milliers de personnes. Et puis après, on s'est étendu sur toute la planète avec des villes qui ont disparu. Alors, vous me demandez quelles sont les villes qui me sont une ville que vous avez, à laquelle vous êtes particulièrement attaché, votre ville coup de cœur, en quelque sorte, à travers l'histoire. Ça dépend l'heure, ça dépend le jour. Il y en a tellement que j'adore. J'adore Paris, je me sens très bien à Paris. J'adore les villes au bord des fleuves, au bord de la mer. Mais il m'est arrivé d'avoir des coups de cœur pour des endroits très différents. Je me sens chez moi dans tous les endroits mystiques. Quelle que soit la nature du mysticisme, je me sens très chez moi à Varanasi, vraiment chez moi. Varanasi, donc en Inde. Voilà, je me sens chez moi à Jérusalem, je me sens chez moi à Vézelay, je me sens chez moi dans toutes les villes où il y a un appel à la prière ou au recueillement, et je me sens chez moi sur l'île de la Cité et sur l'île Saint-Louis. Et si vous aviez une ville rêvée, une ville imaginaire, comment est-ce que vous la verriez ? Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur les villes imaginaires. J'ai raconté dans le livre tout ce que les romanciers, les cinéastes, les architectes, les dessinateurs de bande dessinée ont imaginé pour les villes idéales. Pour moi, une ville idéale, ce serait une ville qui aurait pas plus de 5 millions d'habitants. Pas plus de 5 millions d'habitants. Mais quand même un nombre significatif pour avoir la diversité possible qui serait... C'est un peu plus que Blois. Un peu plus que Blois, même si j'aime beaucoup cette ville. Qui serait une ville qui aurait une vraie proximité avec la campagne, qui serait dans la ville et à côté, qui aurait une vraie démocratie interne, qui serait à la pointe des technologies sans cesse changeantes de la construction climatique, qui aurait mis en place un processus d'animation sociale très important, car c'est dans l'animation sociale que se trouve le cœur de la ville, c'est-à-dire du personnel d'écoute, d'attention, rémunéré ou volontaire de toute nature, et qui ferait que la ville serait vraiment un lieu non pas de juxtaposition de solitude, mais au contraire de création d'échanges et de créativité. Ces villes-là, il y en a. Quand on cherche quelles sont les villes où il fait le plus bon vivre au monde aujourd'hui, il y en a, comme il y a des milliers de villes, à chaque fois on arrive à voir quelles sont celles qui sont les meilleures sur telle ou telle dimension. Et j'ai fait la liste dans un des chapitres de celles qui sont les plus sûres, les plus climatiquement au point, celles où il y a le moins d'encombrement, celles où les qualités sociales la plus grande. Enfin, on peut faire des listes. En gros, les villes qui ressemblent le plus à une ville idéale aujourd'hui, c'est Vienne, c'est Amsterdam, c'est Oslo, c'est Zurich, avec des défauts, des faiblesses, etc. Ce sont des villes moyennes aussi, pas des très grandes villes. Amsterdam était et reste encore une très grande ville. Ce sont des villes aussi parfois petites, les villes où
où la qualité de la vie la plus grande en France semble ne pas être les très grandes villes. Donc, il semblerait que, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Maintenant, il y a des villes aussi qui ne sont pas dans celles que je viens de nommer, mais qui sont aussi à la pointe d'autres choses. Par exemple, la pointe de la créativité, c'est San Francisco. La pointe de l'innovation technologique par la présence de gens de talent venus du monde entier, c'est New York. 43% des gens ayant un diplôme supérieur vivant à New York ne sont pas nés aux États-Unis. Alors là, je vous interromps, donc il est 10h09, et je crois que vous, Jacques Attali, vous venez de prononcer le premier pourcentage de notre conversation. Et je dis ça évidemment avec une pointe d'humour, parce que dans le livre, si vous aimez les pourcentages, vous aurez tout ce qu'il faut. Malheureusement, il y a une capacité de Jacques Attali à scruter toutes les données qui est absolument phénoménale. Si vous parlez sérieusement des choses, la poésie est très importante. Moi, j'adore écrire des romans, mais à un moment, il faut dire les choses comme elles sont avec les faits. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous choisir une ville qui vous paraît avoir joué un rôle très important dans le passé, et peut-être jusqu'à présent, et nous décrire un petit peu sa trajectoire. Alors, est-ce que c'est une ville européenne, voilà, laquelle vous paraît, et peut-être pour arriver le plus facilement sur notre période contemporaine, laquelle vous paraît avoir finalement symbolisé ou concrétisé vraiment l'évolution des villes durant les derniers siècles? Là encore, comme je décris 500 villes différentes depuis l'Antiquité jusqu'à après-demain, il n'y en a pas une qui peut suffire à tout résumer. Mais je pourrais choisir Paris, parce que ça a été une ville qui a été clé pendant très longtemps, qui a failli disparaître, qui est revenue, qui était capitale, qui n'a plus été capitale, qui est redevenue capitale, et qui a été détruite plusieurs fois, puis reconstruite, et au gré des aventures politiques. C'est une ville fascinante. Mais ça n'a jamais été la plus puissante ville du monde, simplement parce que je crois apprendre à personne le fait que Paris n'est pas au bord de la mer. Or, il n'y a pas de très grande ville, très très grande puissance qui n'ait pas été une ville au bord de la mer. Londres est une ville extraordinaire, qui est évidemment une super puissance, mais si j'avais une ville à choisir, je choisirais plutôt Amsterdam. Parce que c'est une ville qui n'existe pas au XIIe siècle, qui, par l'extraordinaire volonté, je dirais, niaque des habitants, qui sont des pêcheurs, s'installe, s'organise dans un endroit improbable, impossible. On est au bord de la mer, dans un endroit où il y a un mélange de fleuves, de lagunes, de trucs invivables. Ils s'y installent, ils font un truc fou, c'est-à-dire que au lieu de faire comme Venise, qui à côté a fait autre chose, qui donc organise les canaux pour mettre les maisons à côté, eux, ils recouvrent les canaux, et ils font une ville flottante. Flottante, avec des digues, différentes dames, c'est une digue, qui s'organisent dans une situation incroyablement difficile, et ils en font progressivement, au XVIe siècle, la première ville du monde. C'est une de vos villes-cœurs. C'est une des villes-cœurs. Après, ça ne veut pas dire ville du cœur, mais une ville qui a joué... C'est un mot qui n'est pas de moi. Les historiens dans la salle savent que ce mot doit tout à Fernand Braudel, qui est mon maître dans beaucoup de domaines. Les villes-cœurs sont dans l'ordre Siri-Jawa que vous avez dit: Bruges, Venise, Gênes, Anvers, Amsterdam, Londres, Boston, New York. Puis ensuite la côte californienne. Amsterdam, c'est donc une ville qui va grandir. D'abord, c'est pas une ville très, très, très importante, mais c'est une ville qui va se structurer avec, comme toutes les villes, un grand enjeu, c'est celui de la voirie. C'est très important de savoir ce qu'on fait de la voirie. Et ça sent mauvais, par nature, une ville, si on ne sait pas gérer le problème des déchets de toute nature. C'est génialement organisé, ça se structure, et en même temps, ça devient une ville d'ingénieurs, puisque c'est une ville qui va progressivement avoir toutes les compétences techniques nécessaires à des travaux très difficiles. Donc, le métier d'architecte ou le métier d'ingénieur se mélange. Et tout naturellement, ça devient la ville de la raison. Ce n'est pas la capitale des Provinces-Unies, parce que
le prince se méfie de cette grande ville, qui est pas tout à fait protestante, qui est aussi catholique. Mais ça devient la ville de la liberté de penser, ça devient la ville où on publie des livres qu'on ne peut pas publier ailleurs en Europe. C'est la ville de... ça à Erasme. Oui, c'est d'abord Erasme, le plus grand d'entre eux, qui a vraiment ouvert les voies dans son dialogue incroyable avec Luther. Et ensuite, Spinoza, Descartes et bien d'autres. Et donc c'est la ville de la raison qui va devenir une superpuissance économique, parce qu'en même temps, ils font un choix incroyable. Ils décident que, puisqu'ils n'ont pas assez de terres agricoles pour produire le blé dont ils ont besoin, ils vont arrêter de produire du blé, ils vont produire des colorants. Et donc, acheter le blé avec la valeur ajoutée de leurs textiles qui utilisent ces colorants, ce qui est un choix incroyablement audacieux. Ils inventent une nouvelle sorte de bateau, un énorme bateau comme on n'en faisait pas, comme on n'a jamais fait avant eux, et ils deviennent les maîtres des mers tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. D'où l'importance du commerce. Pour être une ville-cœur, il faut être une ville commerçante. Depuis toujours. C'est là d'où ça... C'est comme ça que ça s'organise. Venise l'a été, Gênes l'a été, etc. Et puis ensuite, au XIXe siècle, cette ville s'efface. Elle reste une ville puissante. Elle s'efface. Elle prend sa décision d'être une ville heureuse plus qu'une ville puissante, même si elle reste une nation puissante. La conquête des Provinces-Unies par Napoléon, puis ensuite tout ce qui s'est passé dans la suite, fait que on voit ressurgir Amsterdam, qui aurait pu décliner, qui aurait pu être une ville qui n'est qu'une petite ville touristique comme les autres cœurs, Gênes, Bruges, Anvers, qui reste une ville puissante comme port, ou Venise, qui était le cœur avant Amsterdam. Mais non, Amsterdam reste une ville puissante, augmente, s'organise avec le port voisin de Rotterdam pour rester une superpuissance. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, est une des villes les plus agréables à vivre. C'est elle qui a été la première à développer le vélo, c'est la première à développer une architecture écologique, c'est la première à développer des logements sociaux intelligents, la première à développer l'animation sociale, une architecture ouvrière dès la fin du XIXe siècle d'une audace incroyable. On a beaucoup à apprendre de cette ville. Et toujours de grands architectes aujourd'hui. Évidemment, de très, très, très grands architectes. Pour ça, Rem Koolhaas. Voilà, très grands architectes mondiaux. Merci. Donc, finalement, à travers l'histoire, on s'est rendu compte que la ville était un phénomène assez récent à l'échelle de l'humanité. Et donc, finalement, pourquoi est-ce que les humains ont commencé à se sédentariser? Qu'est-ce qui fait que la ville est devenue le lieu de résidence d'une plus grande partie de la population? Et vous expliquez bien que bientôt, ce sera le cas dans le monde entier. Oui, il y aura beaucoup plus d'urbains que de ruraux. On est déjà à 57% d'urbains. Il y a un pays comme la Belgique à plus de 90-95% d'urbains. Et il y a un pays comme le Niger qui n'est qu'à 15%. Mais on va tous aller vers le 70-80%. Tout simplement parce que la productivité agricole fait qu'on n'a plus besoin de beaucoup de monde à la campagne pour produire, c'est comme ça. Et qu'il y a l'attirance, le sentiment qu'en ville, on va avoir plus de sécurité, plus de moyens, plus d'écoles, plus de système de santé, plus de travail. Et donc, les villes grandissent. Avec tout ce que nous avons connu en Europe d'une façon progressive sur 2000 ans, tout ce qu'on a connu aux États-Unis en 2 siècles, avec l'incroyable processus de création des villes ex nihilo, ça a commencé d'ailleurs par les villes espagnoles de l'Amérique espagnole, où il y avait des plans, ils ont construit 200 villes en 20 ans, sur des plans définis à l'avance, depuis Madrid, c'était extraordinaire. Et aux États-Unis, avec des villes type, les toutes premières sont des villes européennes un peu naturelles, comme Philadelphie ou Boston. Et puis après, on construit des villes en quadrillage, totalement artificielles, comme ça va être le cas d'une grande partie de New York et de Washington et de toutes ces villes. Et on a la même chose aujourd'hui dans les pays du Sud, avec des évolutions qui sont dont il faut prendre conscience. Aujourd'hui, vous avez
à l'heure où nous parlons, vous avez des villes qui n'existaient pas au début du XXe siècle et qui sont aujourd'hui dans les 10 plus grandes villes du monde. Lesquelles? Lagos, Kinshasa. Au Nigeria, donc. Au Nigeria, Kinshasa. Kinshasa, RD Congo. Voilà. Et vous en avez d'autres qui en approchent, qui vont passer dans les 10 plus grandes villes du monde, comme Dar es Salaam. En Tanzanie. En Tanzanie. Et vous avez Dakar, qui était un petit village au début du XXe siècle, au Bangladesh. Aujourd'hui, les 3 premières villes du monde sont encore Tokyo, Mumbai et New Delhi. Et dans les 10 qui restent après, vous n'avez que des villes d'Inde et d'Afrique, avec Mexico et Rio, et Sao Paulo comme ville américaine. Mais alors, en parcourant, enfin en lisant votre livre... Et New York n'est plus dans les 10 premières villes du monde depuis longtemps. Ouais. En lisant votre livre, par rapport à cette expansion démographique sur laquelle on reviendra peut-être, actuelle, en même temps, on redécouvre finalement que vous parliez de Londres, vous parliez de New York, enfin, ce sont des villes qui ont connu des croissances démographiques exponentielles. Toutes ces villes ont connu des croissances exponentielles. Et c'est assez incroyable de se demander finalement comment ça a pu arriver. Comment est-ce que tout à coup, une ville peut avoir une population multipliée par 10 en 20 ans, en 30 ans? Comment elle fait pour résister en quelque sorte, cette ville? La ville est un être vivant qui s'adapte pour le malheur de ses habitants. Souvent, toutes les révolutions ont lieu dans les villes où les habitants se trouvent mal. Quand Marx écrit sur la misère ouvrière anglaise, où les gens vivent dans des taudis effrayants, il décrit une situation où toute la campagne anglaise vient à Londres, parce qu'il y a du travail, mais les conditions d'exploitation du travail sont épouvantables, et pas seulement à Londres, mais aussi à Bristol et dans les autres villes dont je décris la croissance, avec toujours pareil, une bourgeoisie qui s'installe, qui a son église, sa mairie, ses clubs, ses immeubles, ses résidences secondaires, tout est pareil partout dans le monde. Et puis la misère ouvrière qui rend possible la croissance de la ville, avec une exploitation qu'on a connue aussi à Paris, puisque Paris a été aussi une ville de ce genre, avec une misère ouvrière énorme dans tout l'est de Paris pendant des siècles. Vous avez une formule d'ailleurs, je crois, de mémoire, plus la ville s'agrandit, plus les inégalités s'accroissent. Exactement. Les villes les plus égalitaires sont des villes petites. Quand la ville grandit, et forcément, il y a des gens qui deviennent très riches et les misères les plus extrêmes. À l'heure où nous parlons, il y a 1 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Et en plus de ce milliard de personnes, il y a 230 millions de gens qui ne vivent même pas dans un bidonville, qui n'ont rien. 230 millions. Donc ces chiffres ne sont pas en train de se réduire, au contraire. Et vous écrivez aussi qu'à Bombay, lorsqu'on vit dans un bidonville, la température moyenne de mémoire est de plus 6 par rapport à un quartier qui va être relativement... Oui. C'est ça. Tout simplement parce qu'on vit dans des blocs de béton et des tours en zinc et on n'a aucune protection. Donc dans ces villes, la ville la plus chaude du monde aujourd'hui, c'est New Delhi. Mais c'est pas loin des autres et Mumbai en fait partie. Et donc quand vous êtes dans le centre-ville de Mumbai, où il y a encore dans le centre-ville de Mumbai, même s'ils font tout pour les enchasser des bidonvilles, vous avez des gens qui vivent avec une température de 50 degrés là où ils peuvent dormir. Donc là aussi, c'est une inégalité fondamentale. Et on voit ça partout à travers le monde. Donc on a à la fois des villes très heureuses, des villes merveilleuses, on a des innovations technologiques extraordinaires, on a des villes qui se réinventent, on a des villes qui allaient disparaître, qui réussissent par le talent de leurs maires, de leurs citoyens, de la volonté d'ensemble, de développer un projet qui font revivre, renaître. C'est le cas de Détroit aux États-Unis, c'est le cas de Nantes en France, dont je parle, et dont le maire est ici là. L'ancien maire de Nantes et Jean-Marc Ayrault est avec nous. Et j'ai eu le privilège de visiter sa ville avec lui. C'est le cas de Détroit, c'est le cas de villes qui sont réussies à se restructurer. En France, on en a plusieurs, pas seulement Nantes, mais beaucoup qui l'ont fait. Puis vous avez des villes qui se laissent aller et qui disparaissent. Alors si on s'intéresse à la situation à notre époque contemporaine aujourd'hui, c'est la deuxième partie de votre livre qui est vraiment fixée. Il y a 4 chapitres qui sont vraiment sur la période actuelle et qui se projettent un petit peu jusqu'en 2050, jusqu'en 2100.
Je dirais, pour résumer ces chapitres-là, c'est lucidité et espoir. Mais au début, enfin, tous les chapitres ou toutes les données qui correspondent à la lucidité, on peut dire que c'est presque effrayant. C'est-à-dire que vous décrivez, vous décrivez des défis qui se posent aux grandes mégapoles aujourd'hui, qui sont vraiment stupéfiants, et vous êtes un peu pessimiste pour un certain nombre de ces grandes villes. Quels sont pour vous donc les principaux défis qu'affrontent? Vous avez mentionné Lagos, Kinshasa, New Delhi. Le concept de pessimisme ou optimisme m'intéresse pas. Moi, je pense qu'on peut gagner toutes ces batailles, et pessimisme ou optimisme sont des attitudes de spectateurs, c'est pas la mienne. Les grands défis qui portent sur toutes les villes, parce que en France, nous avons d'autres défis qui sont la désertification, des villes qui vont disparaître parce que plus personne n'y sera, parce que tout le monde sera ailleurs, et ce processus s'accélère. Et quand une ville se désertifie, eh bien, c'est les extrêmes de gauche ou de droite qui s'y installent, avec toutes les conséquences qu'on peut en connaître. Et ça, la désertification n'est pas un phénomène irréversible. On voit aux États-Unis ou en Europe, il y a certaines villes qui ont réussi à lutter contre la désertification en attirant des emplois, des services publics, en se réinventant. Je donne toutes les clés, je donne des exemples de villes qui ont réussi à ressurgir. C'est une question de volonté. Mais on a, nous, dans nos pays européens vieillissants, plus un risque de désertification que de surpopulation. Mais Paris va être la seule ville de 10 millions d'habitants en Europe. Métropole de 10 millions, il n'y en aura pas d'autres. Même Londres ne l'est plus, aucune ne l'est. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, oui, sur l'Europe. Mais pour le reste du monde, les enjeux sont, vous l'avez dit, terrifiants. En 2100, au rythme actuel, il y a 10 villes de 50 millions d'habitants. 50 millions d'habitants. Parmi elles, Kaboul. Vous imaginez, Kaboul sera une ville de 50 millions d'habitants. Mais aussi New Delhi, Dhaka, Mumbai, Lagos, Dar es Salaam et quelques autres villes africaines dont je n'ai le Caire bien sûr, Tokyo et aucune autre ville de pays développés. Il y aura ailleurs peut-être 200 villes de plus de 5 millions d'habitants. Une ville de 5 millions d'habitants, si elle s'est construite progressivement avec le temps, c'est gérable. Elle a mis en place des infrastructures, elle s'est structurée. Si elle est le résultat d'une apocalypse rapide, c'est un désastre. Et vous avez cité l'exemple des conurbations, celle qui va de Lagos à Abidjan, mais il y a aussi une autre qui va de Boston à Miami, qui regroupe 30% de la population américaine. On l'appelle Bosmia maintenant. Ce sont des conurbations absolument gigantesques. Tokyo, aujourd'hui, la conurbation de Tokyo, c'est à peu près 70% de la population du Japon. Et même si la population du Japon décline à cause du vieillissement démographique, la population du Grand Tokyo est en train encore d'augmenter. Donc là, on pointe l'un des grands défis qui est la croissance démographique extrêmement forte et accompagnée d'un mouvement d'exode rural, notamment en Afrique. L'un des autres grands défis qu'on connaît bien, et je crois que notamment dans le Loir-et-Cher ces derniers jours, les inondations. Oui. Donc le changement climatique. Le changement climatique, il crève les yeux, si j'ose dire. Il crève les yeux, il est là. En particulier pour les villes au bord des fleuves et pour les villes au bord de la mer. La zone de Dhaka, de Mumbai, des villes du Pakistan, de toutes les villes côtières africaines, c'est impossible. La probabilité qu'ils arrivent à avoir 500 millions d'habitants est nulle. Parce que le niveau de la mer va monter, il va se passer quelque chose. Donc soit ils vont être obligés de déménager. Soit maintenant, si on y pense sérieusement, de façon à créer les conditions d'un repliement. Il faut faire les deux choses. Il faut à la fois se battre contre le réchauffement climatique, sans se résigner, et en même temps s'adapter. Je montre qu'il y a d'ailleurs beaucoup de choses qu'on peut faire pour se battre contre le réchauffement climatique, en particulier en ville, parce que l'essentiel du réchauffement climatique, il vient des villes. Tant de l'activité humaine que de l'activité industrielle. Vous donnez comme chiffre 70% des émissions de gaz à effet de serre viennent des villes. Viennent des villes. Le reste, c'est les animaux.
Donc on a une activité gigantesque qu'on peut réorienter, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire faire en sorte que les villes ne soient que dans l'économie de la vie, une économie non fossile et n'utilisant aucun des poisons de l'activité humaine. Si on arrivait à faire que les villes soient des villes de l'économie de la vie, développant que les activités propres à l'économie de la vie, c'est-à-dire les énergies fossiles, le recyclable, l'éducation, la culture, la santé, et l'ensemble des activités utilisant les énergies non fossiles pour le développement, on arriverait à avoir des villes qui fonctionnent et on arriverait peut-être à maîtriser le réchauffement climatique. Mais de toute façon, il faudra s'y adapter. Alors ça suppose des changements extraordinaires. Il y a énormément d'innovations qui sont en marche. Les villes, là encore, les plus avancées sont souvent des villes d'Europe du Nord, très avancées dans l'usage de ces technologies. Mais parfois même, il y a des architectes, des urbanistes incroyables qui font des innovations, en particulier en Afrique. Il y a des innovations extraordinaires qui sont en train d'apparaître, en particulier dans l'imitation de la nature pour construire des immeubles qui soient mieux adaptés à la situation climatique. Il y a l'enjeu, voilà, parce qu'il y a l'enjeu de la chaleur extrême. Vous mentionnez, enfin, on voit maintenant régulièrement chaque été des températures qui montent à 50 degrés au moins dans des villes d'Inde. Comment est-ce que ces villes vont pouvoir faire face ? Elles vont pas pouvoir faire face. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Elles vont pas pouvoir faire face. Il faudra soit imaginer un mouvement de la population, soit s'y adapter. Ça ne peut pas être par la clim. C'est pas possible que la clim qui va aggraver le problème, résolve le problème, même si ça va être la façon de résoudre sans doute pour une grande partie des classes moyennes supérieures. Mais si on ne veut pas foncer dans le mur, il faut totalement réinventer la structure de la ville. Il faut désartificialiser, il faut supprimer les sols bitumés, il faut recréer de la nature partout. Une ville qui est dans la nature a une température qui est 5 degrés inférieure à une ville qui est dans le béton. Donc on peut faire beaucoup de choses. Alors vous l'entendez, dans les propos de Jacques Attali, il y a vraiment tout le temps cette attention aux solutions. Et c'est ça qui est effectivement, après le temps, je dirais, du constat angoissant, hein, il y a vraiment un chapitre où je suis resté un peu pantelant à me dire, mais c'est vraiment ça le monde vers lequel on va. Et ensuite, il y a effectivement tout le temps l'enjeu des solutions. Alors, pour vous, aujourd'hui, vous avez déjà commencé à donner quelques pistes. La grande question qui nous concerne aussi, c'est comment rendre la vie en ville soutenable. Et vous évoquez 2-3 pistes. Alors, la technologie, bien sûr, le rafraîchissement des villes, et on y reviendra, mais aussi, de façon très régulière, vous mentionnez l'enjeu social et culturel. Vous dites c'est déterminant. Alors, voilà, pourquoi est-ce que cet enjeu social, pour vous, est déterminant ? Je donne 12 pistes, enfin pas pistes, 12 chantiers. Et en essayant de développer ces 12 chantiers comme tout ce qu'il y a à faire dans toute ville, que ce soit à Blois ou à Lagos, c'est les mêmes chantiers avec des équilibres différents. On fait rien sans démocratie. La dictature, ça marche pas. La dictature urbaine, ça marche pas, ça conduit aux erreurs, aux catastrophes. Donc, il faut embarquer la population avec soi, si on est un dirigeant, pour créer les conditions d'une mutation qui vaut la peine. Donc la démocratie, c'est pas seulement faire des élections à intervalles réguliers, c'est avoir une vie sociale importante, avoir de l'animation sociale. Si vous avez des beaux bâtiments, mais qu'il n'y a personne pour faire vivre les gens dans ces bâtiments, ça sert à rien. Or, ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'on commence vaguement à voir apparaître ce qu'on appelle l'animation urbaine. D'abord de façon bénévole et caritative, puis ensuite dans une vraie stratégie urbaine des communes. Et c'est absolument essentiel. Si les populations ne sont pas mises en situation d'éveil, de penser, de réinventer, on voit, je donne plein d'exemples de gens qui ont se mis en situation par des syndicats, par des associations, de refuser une évolution urbaine qui était catastrophique et d'imposer une bonne solution par leur choix personnel. On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça, je dis encore à Amsterdam, on a vu ça dans beaucoup de pays où une volonté d'habitants du quartier a dit non aux technocrates et a dit c'est comme ça qu'il faut faire et ça s'est révélé une bien meilleure solution. Donc, l'appropriation par les habitants de la ville, et c'est très difficile dans des pays où les gens sont ballottés, sans moyens, perdus, sans racines, et étant arrivés là parce qu'ils ont dû quitter la campagne, qui n'ont plus aucune racine, ni aucun lien. Quand vous êtes dans les bidonvilles de Lagos, vous n'avez pas beaucoup de moyens d'animation sociale.
Par contre, vous avez des villes qui ont ressurgi du néant. Oui. Je pense à une ville comme Medellín, qui était vraiment... Colombie, qui était l'enfer absolu. De la drogue, du banditisme, qui maintenant est devenue une ville formidable. Très, très, très facile à vivre, avec l'intérêt de la nature, avec une population extrêmement mobilisée pour la qualité de vie de ses habitants, pour l'attraction des entreprises, qui devient une ville, une des villes phares de toute l'Amérique du Sud. Et donc, dans un pays comme la France, qui adore les grands schémas directeurs, qui a eu lors des 30 Glorieuses, quand même des planifications très importantes, vous recommandez plutôt la concertation, le dialogue? L'un n'empêche pas l'autre. On a construit des villes nouvelles. Les Anglais ont construit aussi énormément de villes nouvelles. Les Allemands, un peu tout le monde construit des villes nouvelles. Il y a eu des villes nouvelles en Inde, absolument formidables, et beaucoup d'autres ratées. En France, on a aussi construit des villes nouvelles, dont certaines sont de vraies réussites, mais celles qui sont de vraies réussites, c'est parce que après le choix imposé d'un plan directeur de quelques architectes et de quelques technocrates qui étaient des visionnaires, la population s'en est emparée, l'a repensée avec ses besoins, a réinstallé nos chaises auxquelles on n'avait pas pensé, sur la proximité des services publics, l'attraction des emplois, la présence d'œuvres d'art, enfin, toute une série de choses qui n'étaient pas pensées initialement. Puis parfois, c'est des échecs. Brasilia est un échec. C'était une ville pensée intelligemment, mais ça a été un raté. Aujourd'hui, vous avez plusieurs villes nouvelles qui sont en train comme ça d'apparaître. Vous avez, par exemple, la capitale de l'Indonésie, Jakarta. On sait qu'elle elle va être inondée et disparaître. On le sait. Donc, 2 présidents successifs ont pris une décision incroyable, qui est de déplacer la capitale. C'est pas la seule. Il y a au moins une dizaine de pays qui ont déjà déplacé leur capitale. Mais là, ils se déplacent dans des conditions énormes. Est-ce qu'ils vont échouer comme Brasilia? J'en sais rien. Ça a l'air plutôt bien parti, mais pour qu'une ville vive, il faut toute une série d'alchimie très particulière qui tiennent à la prise en compte de l'intérêt et des désirs des citoyens. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on parle de la ville, on imagine évidemment les bâtiments, on pense à des infrastructures, les routes, les trottoirs, etc., les ponts. Mais finalement, l'humain, c'est bête à dire, mais la ville est habitée par des habitants. Voilà. Et vous insistez sur l'humain. J'insiste beaucoup parce que j'ai une admiration et une passion et une grande amitié pour beaucoup de grands architectes que je connais bien et d'urbanistes. C'est fondamental. Mais eux aussi savent que sans mobilisation, sans appropriation par l'humain de ce qui se fait, c'est ce que savent les grands maires aussi dans les villes. Ils savent que s'il n'y a pas d'animation, c'est ce qu'on appelle bêtement des choses aussi simples que la police de proximité, par exemple. C'est des choses qui sont essentielles pour qu'une ville puisse être vivable. Et vous faites donc les loges, des jardins, des fontaines, des cafés, des bibliothèques, des tiers-lieux, des places. Tout ça est essentiel et tout ça est... si Paris est resté une ville magique, c'est que c'est la ville où il y a le plus grand nombre de cafés et le plus grand nombre de libraires au monde. Si vous enlevez les cafés et les libraires à Paris, vous avez perdu la magie de la ville. Et s'il y a des cafés et des libraires, c'est qu'il y a une magie de la ville, hein, c'est réciproque. Donc c'est essentiel tout ça, absolument essentiel. Et vous recommandez évidemment le fait de faire se croiser finalement des communautés différentes. Alors c'est là où c'est très important, c'est de savoir comment faire en sorte que la ville ne soit pas une juxtaposition de quartiers ségrégés, ce qui a toujours été le cas. Si vous regardez des villes comme Londres, comme Paris, comme New York, ça a toujours été des villes très ségrégées. D'ailleurs, dans des conditions très bizarres, parce que par exemple, Harlem, c'était le quartier chic des Blancs au 19e siècle. C'est devenu le quartier des Noirs au début du 20e pour des tas de raisons très étranges. Donc il faut éviter la ségrégation et ça suppose une politique très volontariste, une politique de logement. Les villes où il y a moins de ségrégation, c'est les villes où le logement beaucoup du logement appartient à la commune. Où le logement est propriétaire la ville est propriétaire c'est le cas de Vienne par exemple, ou de Zurich, étonnamment. Et puis vous avez des villes qui surgissent pour des raisons bizarres, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, j'étais surpris de découvrir pourquoi Hollywood existe. Hollywood existe parce que quand l'industrie du cinéma a commencé,
les gens qui commençaient l'industrie du cinéma utilisaient en fraude, sans payer les droits, des inventions d'Edison sur les caméras et sur les... Et comme Edison était à New York, et Edison envoyait des tas de gens pour contrôler, etc. Ils ont dit où est le village le plus loin possible de Thomas Edison. Et ils ont trouvé un petit village où il y avait 50 habitants, à côté d'une ville où il y avait 50 000 habitants, qui était Hollywood, à côté de Los Angeles. Et ils sont installés là, et Thomas Edison n'est plus venu les chercher. Donc c'est une ville construite sur la piraterie, comme beaucoup de villes d'ailleurs. Voilà. Saint-Malo. Et oui, Los Angeles aujourd'hui, du coup, c'est... Los Angeles, c'est une ville très étonnante parce que c'est une ville qui a grandi... il y a deux sortes de villes. Il y a les villes qui grandissent en longueur et les villes qui grandissent en hauteur. New York a grandi en hauteur, San Francisco a grandi en longueur et Los Angeles aussi, avec juste très récemment un quartier vertical. Mais parce qu'il y a un espace énorme, ils ont décidé de grandir en longueur et donc c'est pas une ville, il n'y a pas de centre. Alors qu'il y a des villes qui n'ont pas de centre, mais qui sont beaucoup plus vivables. Los Angeles, c'est pas vivable du tout parce qu'il n'y a même pas de centre. Par exemple, si vous prenez une ville comme Tokyo, ils ont appliqué, sans le connaître vraiment, le principe qu'avait développé Le Corbusier, mais qui n'était pas un principe à lui, mais inventé par d'autres avant lui, c'est-à-dire tout doit être disponible dans un quart d'heure. Tous les services doivent être disponibles dans un quart d'heure. Mais en même temps, un quart d'heure à pied. Mais en même temps, on doit pouvoir vouloir aller ailleurs que dans son quartier. Et Tokyo est construit comme ça. Même si Tokyo a été détruit à plusieurs reprises, 1922, et par un grand tremblement de terre et bien d'autres occasions, la guerre évidemment. Ils ont reconstruit en permanence Tokyo comme ça. Ce qui n'est pas le cas de Los Angeles, qui est une ville qui s'étale, mais si vous voulez aller chercher votre pain, il faut prendre la voiture et faire... C'est une ville pour la voiture. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose que vous faites apparaître, un enseignement dans votre livre, c'est l'enjeu de la proximité. Et donc, il y a la dernière partie de votre livre est parfois un petit peu futuriste, parce que vous proposez des pistes justement d'évolution des villes. Et dans cet enjeu de la proximité, par exemple, vous évoquez, je ne sais pas ce qu'en penserait l'ancien maire de Nantes, mais vous évoquez la création de monnaie locale. Donc, finalement, de circuits d'échange très courts. Vous évoquez aussi de la micro-agriculture dans les villes, de la micro-industrie, du travail autonome. Il faut rester local, il faut rester le plus de proximité possible. Pourquoi c'est important cette proximité ? C'est parce que c'est la meilleure façon de créer les conditions d'une communication entre les gens qui y sont. Et si on n'a pas ça, on n'a pas d'occasion de communiquer. Ce sont des occasions d'échange. Oui, s'il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'occasion d'échanger, s'il n'y a pas de café non plus. Donc la proximité est essentielle. C'est pour ça que le choix entre les villes verticales et les villes horizontales, moi je choisis clairement les villes verticales, qui a un avantage d'abord de réduction d'impact écologique, et ensuite de créer des conditions d'une vie humaine plus proche. Mais il ne faut pas que ça soit une ville trop grande, parce que si vous avez une ville trop grande qui est une juxtaposition de 500 barres d'immeubles ou 2000 barres d'immeubles comme on voit dans les grandes villes chinoises, c'est aussi l'enfer. Donc la mesure est la clé. Une ville n'est vivable que si elle n'est pas très grande. Vous évoquez aussi les fermes urbaines. Oui, ça correspond à quoi, ça ? Ça correspond à ça. Des fermes en pleine ville ? Ça existe, ça commence à exister. Il y a beaucoup de pistes là-dessus. Il y a des jardins sur les murs des villes, il y a des immeubles qui deviennent des fermes. Il y a beaucoup d'initiatives. C'est ça qui est formidable. Il faut en permanence. C'est une des leçons que je voudrais qu'on tire de ce livre, c'est quand vous regardez un problème, demandez-vous ce qu'on fait ailleurs. Si vous avez été confronté dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la ville, si vous êtes confronté à un problème, demandez-vous ce qu'on fait ailleurs, ce que font aujourd'hui les médecins. Si vous devez traiter une maladie, vous devez savoir quel est le meilleur traitement qui est appliqué ailleurs. Il n'y a pas de raison que vous ne l'appliquiez pas vous-même. Et en ville, il y a tellement... Je rebondis là-dessus parce que j'étais hier ici, là, à l'emplacement, enfin, dans l'un des premiers fauteuils. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là à une conférence qui revenait sur la grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec notamment Leïla Slimani, Patrick Boucheron. Et Leïla Slimani, l'un des intervenants a dit exactement ça, c'est-à-dire que dans toute la phase de préparation, ça a été une préparation pendant 2 ans, et lorsqu'ils imaginaient des choses qui étaient parfois un peu farfelues ou vraiment très très novateurs, ils se rendaient compte que ça existait déjà ailleurs. Mais oui,
C'est très important. D'abord, c'est une leçon d'humilité. Et puis, si on veut faire le meilleur, il faut savoir ce qui se fait ailleurs, en tout. Ne serait-ce que pour pas réécrire un livre qui a déjà été écrit ou pour pas réinventer la roue. Et dans le phénomène urbain, il y a tellement d'intelligence sur la planète. Hein. On est 8 milliards. Il y a 5 milliards et demi de personnes dans les villes. Il y a partout des initiatives. C'est bien le diable si un problème que vous posez n'est pas en train de se poser quelque part ailleurs dans le monde. Et alors aussi, une solution que vous proposez, c'est la ville souterraine. Donc vraiment imaginez. Je l'évoque. Je la propose pas, mais je l'évoque. Il y a des Ceux qui sont allés à Montréal connaissent la ville souterraine. Oui, alors il y a beaucoup. Montréal est un exemple. C'est une ville que j'adore, Montréal. C'est une ville, et en effet, il y a plusieurs villes qui sont souterraines, qui ont un double souterrain. C'était d'ailleurs le cas d'une de mes villes qui m'a le plus fasciné, qui a disparu, qui s'appelle Derinkuyu, qui était une ville souterraine en Cappadoce, qui a vécu en Turquie. En Turquie, qui a existé entre le 7 siècle avant notre ère et le siècle dernier. Une ville où il y avait 20 à 30 000 habitants qui vivaient en permanence dans des immeubles de 18 étages souterrains, avec une sophistication pendant 2000 ans, pour se protéger des invasions, etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui sont en train de créer la condition de leur ville souterraine, et après tout... Pour échapper à la chaleur. Pour échapper à la chaleur, pour échapper au froid aussi, dans les deux cas. Et il y a même un architecte français très important qui a théorisé ce principe en disant il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en souterrain. On peut aller au cinéma, on peut aller faire du commerce, on peut faire peut-être aussi aller à l'école, des hôpitaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer de faire, même si on a besoin de la lumière pour beaucoup de choses. Donc, on peut imaginer une ville souterraine. Évidemment, c'est mieux si elle est énergétiquement organisée autour d'énergies renouvelables. Et de ce point de vue, le modèle de Montréal est très intéressant. Alors on prendra des questions d'ici 5 minutes, mais je vais poursuivre un petit peu sur les projections futuristes que vous proposez. D'abord, peut-être redire que pour vous, la ville moyenne, c'est vraiment un enjeu important. Et c'est important, on va parler de la France, c'est important de conserver des villes moyennes. Et sinon, alors là où c'est un peu futuriste, vous dites il faudrait encourager les citadins à quitter les villes. Oui, moi je suis convaincu que les villes sont trop grandes et qu'il faut absolument créer les conditions d'aller vivre dans des villes. Ce qui s'est passé, j'en parle évidemment longuement, mais ce qui s'est passé avec le Covid à l'échelle de la planète a été un moyen de se réveiller, de prendre conscience qu'après tout, il y a tas de choses qu'on peut faire en télétravail, il y a tas de choses qu'on peut faire ailleurs, il y a des choses qu'on peut faire plus proches de ses propres racines, et que la centralisation dans les très grandes villes n'est pas forcément nécessaire. Donc il y a un mouvement de rebalancement qu'on voit dans les pays développés aujourd'hui, mais qui n'arrive pas dans les pays où ça devrait arriver le plus urgemment, c'est-à-dire dans les pays du Sud, qui eux sont encore dans la phase d'une extraordinaire accélération qui est démentielle. Hein. Vous avez les changements, vous avez des villes qui sont multipliées par 20, par 30, par 40 en 50 ans. C'est invivable. Il va se passer des révolutions urbaines, on en voit déjà, mais parce que c'est simplement invivable. Et donc, si on voulait planifier cela, il faudrait planifier un encouragement au développement des villes moyennes. Oui. Et vous soulignez aussi un concept qui est assez déroutant, qui est celui de nomadisme. Finalement, on disait tout à l'heure, il y a 6000 ans, l'homme a commencé à construire des villes, mais vous nous dites aujourd'hui, il faudrait finalement revenir à une forme de nomadisme. Non, je ne dis pas ça, mais je constate qu'il y a une piste intéressante qui est le fait qu'il y a des gens qui redeviennent nomades. Alors, c'est pas des hommes, c'est pas des masses considérables, mais il y a beaucoup de gens qui sont 6 mois là, 6 mois là. Et surtout évidemment parmi les retraités, mais pas forcément parmi les retraités. Alors il y a aussi des concepts très théoriques faits par des milliardaires farfelus de villes nomades. Et même par des architectes qui inventent des villes qui bougent. Sur l'eau notamment. Sur l'eau, bon, il y a beaucoup de projets de villes flottantes, dont certaines sont en train de se faire, utilisant l'intelligence artificielle. Ça, il y a des villes de ce genre qui sont en train d'apparaître en Corée du Sud, au Japon, dans les pays du Golfe. Il y a beaucoup de villes flottantes qui sont en train de surgir.
mais c'est pas inintéressant comme idée. L'idée de retourner, après tout, est-ce qu'on est vraiment forcé de vivre toujours au même endroit, quoi. C'est ça. Et donc, cette notion de nomadisme temporaire, finalement, pourrait conduire à imaginer dans les villes des lieux d'habitation qui seraient partagés en quelque sorte. C'est ça, des lieux d'habitation provisoires et qu'on partage parce qu'on y est de temps en temps, puis après on le laisse à d'autres. Donc on est à la fois chez soi, mais en même temps on sait que d'autres nous succéderont. J'aime beaucoup un proverbe japonais que je cite souvent, qui est un haïku qui dit « Quand tu es en voyage, pense à la maison. Quand tu es à la maison, pense au voyage. » Et c'est très important parce que ça veut dire quand vous êtes à la maison, pensez à ceux qui voyagent et qui ont besoin de savoir qu'ils vont être accueillis. Et quand tu voyages, pense à la maison pour respecter la maison parce que tu n'es qu'un voyageur. C'est l'empathie dans les deux dimensions. Et je voudrais peut-être ajouter un dernier terme que vous utilisez à plusieurs reprises, que je trouve très beau. Donc, vous l'avez déjà mentionné, c'est l'économie de la vie versus l'économie de la mort. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vous ce qu'est l'économie de la mort et ce qu'est l'économie de la vie? C'est un axe très important de mon travail dans d'autres livres que j'ai repris ici. J'ai publié un livre il y a quelque temps sur l'économie de la vie, qui s'appelle comme ça. Et l'économie de la vie et l'économie de la mort, c'est l'ensemble des activités qui sont utiles aux générations futures ou qui sont nuisibles aux générations futures. Les activités qui sont nuisibles aux générations futures, c'est toutes celles qui utilisent des énergies fossiles, des sucres ajoutés, toutes les formes de drogue. Et quand on fait la liste de tout ça, c'est 50% du PIB. Et c'est plus de 50% de la consommation de chacun d'entre nous. Et plus de 50% d'entre vous travaillent dans des entreprises d'économie de la mort. Sauf si vous êtes tous profs, ce qui est possible. Mais parce que l'économie de la vie, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est les énergies renouvelables, c'est tout ce qui est fabriqué avec une agriculture saine et renouvelable, etc. Et ça fait malheureusement dans tous les pays que 40 à 45% du PIB. Et une ville qui serait beaucoup plus dans l'économie de la vie aurait plus de chances d'être durable. Et elle aura une capacité d'entraînement, en quelque sorte, sur son environnement. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on peut se tourner vers vous et... se tourner vers vous et prendre des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, il y a déjà une personne au troisième rang. Monsieur. Oui. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais vous poser la question, savoir quel équilibre des pouvoirs vous envisagez dans une ville qui s'adapte et qui reste dynamique, entre les décisions qui ont l'approbation du peuple et les décisions qui sont très impopulaires au moment où on les prend et qui s'avèrent, après coup, être des coups de génie très favorables à la ville. Et je me permets de citer un exemple qui vous touche peut-être, celui de la pyramide de Paye, qui a été une magnifique réalisation, pourtant très impopulaire avant que le projet ne soit fait. Je vous remercie de cet exemple. Si vous permettez, c'est plus la pyramide de François Mitterrand que celle de Paye, mais même si Paye a eu le génie de penser à cet objet, mais sans François Mitterrand, elle n'aurait pas eu lieu. Mais c'est vrai qu'il y a cette tension. Il y a cette tension entre les deux. J'en parle dans le livre à un moment où je dis qu'il faut savoir prendre des décisions impopulaires. Plus prosaïquement, en dehors de cet exemple qui est un exemple iconique, bon, merci d'avoir cité, il y a le problème des travaux. Quand on fait des travaux dans la ville, on est impopulaire, et puis après, on en bénéficie, et on a oublié que c'est un maire qui a pris des risques et qui les a faits. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans toutes les villes qui essayent de devenir des villes cyclables, qui créent des embouteillages, qui rendent la ville impossible, etc. C'est un équilibre. La chance veut, et c'est curieux parce que c'est comme ça un peu partout, que les gouvernements peuvent tomber tous les matins, mais les maires ont des mandats durables. C'est curieux d'ailleurs, institutionnellement, presque partout, un maire ne peut pas être viré, sauf s'il fait des erreurs dans sa propre coalition, mais
ne peut pas être viré pendant 5 ans ou 6 ans, selon la durée. Donc il a le temps de prendre des décisions impopulaires. À lui d'expliquer, de faire en sorte que ça passe. Mais cet équilibre dépend de la durée de son mandat. C'est plus facile pour un maire que pour un ministre. Évidemment, un président de la République qui avait 7 ans devant lui, puisqu'il a pris cette décision dès 1981, c'était plus facile à faire. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des sujets qui concernent plus particulièrement justement des villes moyennes, des villes comme Blois, où il fait bon vivre et qui est proche de la nature, avec la Loire qui coule en bas? Moi, ça m'a beaucoup frappé, finalement, dans les villes que vous mentionnez, les villes agréables à vivre, Amsterdam, Zurich. Alors, Amsterdam, c'est la mer qui est juste à côté, la mer du Nord. Zurich, c'est le lac. Voilà, cette présence forte de la nature, c'est important. L'eau est vitale. Toutes les villes commencent au bord de la mer ou au bord d'un fleuve. Toutes. Et sans eau, il n'y a pas de ville. Parce qu'il n'y a pas de transport, parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce qu'il n'y a pas d'organisation des échanges. Oui, alors, c'est pour parler justement de l'économie vitale et pour la maîtrise de l'avenir. Alors, monsieur, pardon, on ne vous voit pas. Est-ce que vous pourriez vous lever pour voilà, c'est toujours plus sympa de pouvoir voir la personne qui s'adresse à nous. C'est pour l'économie vitale, en particulier pour maîtriser l'avenir des grandes villes. Un exemple très simple où il y a destruction de l'économie vitale, c'est le Grand Paris. Vous avez parlé de Paris intramuros, mais il y a le Grand Paris. Et là, on peut citer un livre excellent qui s'appelle « 92 laboratoires de la corruption » et qui montre comment la corruption gangrène totalement l'avenir de la banlieue parisienne. Et en plus, cette corruption va contre l'économie vitale dont vous parlez, puisqu'elle a amené la destruction des plus beaux espaces de la région parisienne, comme la roseraie de la Île-et-Rose, qui a été saccagée par la corruption. Pouvez-vous justement introduire l'importance de lutter contre la corruption pour maîtriser l'avenir des villes? Je ne connais pas ce livre et je ne suis pas un grand fan du Grand Paris, parce que pour moi c'est une erreur monumentale, ce qui a été fait dans beaucoup de dimensions, y compris d'ailleurs le canal Seine-Nord qui va faire de Paris une banlieue d'Amsterdam qui est vraiment un assassinat de Paris comme ville majeure. Mais sur le terrain de la corruption, vous avez raison. Ce qu'on vit en tant que banlieusard, c'est la destruction de la nature en ville. Si vous avez en tant que... la corruption est un enjeu absolument majeur qui est un enjeu qui reprend beaucoup d'importance aujourd'hui avec non seulement la corruption traditionnelle des élus, qui n'est loin, dans tous les pays, y compris dans le nôtre, d'être dominée, en particulier au niveau des collectivités territoriales, et avec un enjeu qui est encore plus visible et qui va devenir de plus en plus, c'est l'enjeu de la corruption liée à la drogue et à la grande criminalité qu'on voit aujourd'hui gangréner des villes comme Rotterdam, Anvers et les grands ports, y compris les grands ports français qui commencent à être gangrénés par cela. Il y a de vraies menaces sur la démocratie liées à la non-mise en application de la règle de droit. Merci. Voilà, monsieur. Dernière question. On pourra prendre deux questions, une est en bas. Ouais. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est votre approche sur une ville qui est partie du néant pour arriver à la démesure comme Dubaï. Oui, c'est une ville imaginaire. C'est une ville qui a. C'est fascinant d'imaginer une ville ex nihilo. Maintenant, c'est une ville qui a totalement artificielle, qui ne tient que par la richesse de la région, qui n'est d'ailleurs pas la richesse n'est pas là, elle est à côté, elle est à Abu Dhabi, elle n'est pas à Dubaï, et c'est une ville vitrine étonnante. Pour moi, c'est une ville artificielle sans réalité autre que d'être le paroxysme du monde de l'argent. C'est pas une ville qui a un avenir particulier. C'est la vitrine du paroxysme du fric. Voilà. Et en cela, c'est pas une ville qui a ni des racines ni un avenir, sauf si elle se le construit. Je crois beaucoup plus à d'autres villes de la région qui sont en train de se structurer comme étant
villes trouvant leurs racines dans leur passé, se structurant. Je pense en particulier à Jeddah ou à Riyad, qui sont des villes qui sont en train de se repenser à partir de leur histoire millénaire, plutôt que ces villes artificielles-là. Il y a un projet aussi saoudien, Al-Naoum, je crois. Naoum, ça c'est un projet fantastique. On va voir où ils vont. Oui. Merci. Alors, il y a une toute dernière question, monsieur, voilà. Oui, merci beaucoup de nous inviter à penser les choses de manière aussi très globale, quoi, le statut des villes dans l'histoire humaine et l'avenir. Je suis très d'accord avec le diagnostic que vous faites sur ces villes géantes africaines qui sont en train d'émerger à toute vitesse, sur ce qui se passe en Inde, sur bien sûr la bidonvillisation. Enfin, on en a sans doute pas assez conscience de tout ça, notamment dans nos pays. Voilà, je pense qu'il faut absolument décrire ce monde qui est en train de naître. Je suis aussi bien d'accord quand vous expliquez que... Oui, la question... Voilà, il va se passer quelque chose, parce que c'est vrai que le relèvement du niveau des mers... mais ma question, c'est... je pense quand même... est-ce que les solutions que vous proposez sur les villes souterraines, les villes verticales, les villes flottantes, les villes... Est-ce que c'est à l'échelle de ces problèmes? Est-ce qu'on n'est pas quand même rattrapé par cette logique de croissance urbaine qui est d'une rapidité extrêmement grande? Il ne faut pas se résigner. La bataille n'est pas perdue du tout. Oui, on peut très bien vaincre tous ces problèmes. Vous êtes optimiste? Non, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis un acteur. Merci à tous. Merci beaucoup.